bienvenue pour ce nouveau Coffee Break Innovation et Prospective. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Rafi Aladjian qui va nous parler de l'Internet des objets. Donc Rafi Aladjian, on est vraiment très heureux que vous ayez accepté de venir présenter ce sujet, puisque vous êtes un des pionniers de l'Internet en France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Rafi a monté dès 1994 FranceNet, donc le premier fournisseur d'accès Internet en France, premier hébergeur de sites web en France, premier concepteur de sites web. Ensuite Ozone, je crois, avec l'idée de connecter en Wi-Fi la ville. Le premier objet connecté, je ne dévoile pas plus, ça je le laisserai en parler, mais en tout cas, donc ce qu'on sait, c'est que quand Rafi Aladjian commence à s'intéresser à quelque chose, en général, ça devient the next big thing. Donc voilà, il se trompe assez peu. D'ailleurs, il nous dévoilera peut-être sa méthode pour ne jamais se tromper et anticiper l'avenir. Donc voilà, je le laisse parler donc des objets intelligents de demain, l'Internet des objets. Merci. Merci, bonjour. Merci d'être venu au saut du lit écouter mes élucubrations. Alors c'est juste, je vais vous donner un truc qui est trouver quel va être le next big thing. C'est en fait très très facile, comme disait Marshall McLuhan. Il faut regarder l'avenir dans le rétroviseur, et c'est en gros ce que je fais depuis des années. Donc, pour vous expliquer pourquoi on a l'Internet des objets et pourquoi l'Internet des objets n'est pas un truc de gadget ou un épiphénomène, je vais vous faire un petit parcours historique qui montre que, en quelque sorte, l'Internet des objets est aujourd'hui inéluctable. Alors, si on fait un comparable avec l'histoire de l'électricité, on se rend compte que, dans un premier temps, quand une technologie apparaît, elle est généralement dédiée à un seul usage. Au début de l'électricité, on pensait que l'électricité ne servait qu'à un seul truc, à l'éclairage. Ensuite, il y a une période qu'on appelle celle du couteau suisse, c'est-à-dire qu'on utilise cette technologie, on fait des appareils qui font plusieurs choses, qui sont des appareils spécialisés, comme au début de l'électricité, il y a eu ce moteur multifonction qui servait à entraîner une machine à coudre, qui servait de batteur, qui servait à toutes les fonctions pour lesquelles on avait besoin d'un moteur à la maison. Et à la fin, cette technologie devient une commodité, c'est-à-dire que tous les acteurs d'un secteur se disent « mais cette technologie est abordable, elle est largement diffusée, et moi aussi je peux créer de la valeur dans les objets ou les services que j'offre ». Et c'est comme ça que les fers à repasser qui étaient au charbon, les machines à laver qui étaient à manivelle ou les théières sont toutes devenues électrifiées. Donc il y a eu un grand élan à la fin du 19e, au début du 20e siècle, qui était l'électrification, et tous les objets sont devenus électrifiés. Et donc, la catégorie des objets électriques aujourd'hui n'existe pas, parce que quand on parle d'objets électriques, il y a aussi bien des TGV que des brosses à dents électriques, et on a complètement oublié que les objets étaient électriques, on parle simplement d'objets. Une autre tendance qu'on remarque, c'est qu'au début, quand une technologie apparaît, elle est très chère et donc on la partage avec beaucoup de gens. Au début, pour donner l'heure, il fallait construire carrément un bâtiment pour donner l'heure à toute la communauté. Jusqu'au moment où ça devient, là aussi, simplement des fonctions pervasives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner l'heure, vous n'avez pas forcément besoin d'un objet dédié. La fonction de donner l'heure est quelque chose qui est à l'intérieur de votre four à micro-ondes, votre théière ou n'importe quoi d'autre. C'est pareil pour la musique, on construisait des bâtiments exprès pour écouter de la musique jusqu'au moment où n'importe quel ours en peluche est capable de jouer de la musique. C'est pareil pour la fonction de calcul qui nécessitait là aussi des machines immenses pour faire du calcul jusqu'au moment où votre brosse à dents, votre pèse-personne est capable à son tour de faire du calcul. Il y a longtemps, pour pouvoir communiquer, on était obligé de construire là aussi des bâtiments où il y avait des tours pour pouvoir communiquer, jusqu'au moment où on a eu des téléphones qui étaient des appareils multifonctions, monofonctions, ensuite on a eu des appareils plus accessibles mais encombrants comme les PC, jusqu'au moment où tout le monde a eu ces appareils multicommunicants que nous avons tous dans nos poches. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là? Est-ce que l'histoire va s'arrêter avec les téléphones que nous avons dans nos poches? On a souvent l'impression que oui, que l'histoire finit avec l'iPhone, mais l'iPhone n'est qu'un moment transitoire dans cette histoire de la communication, et de manière inéluctable, comme on l'a vu dans tous les autres cas de figure, cette fonction de pouvoir communiquer va forcément irradier dans tous les autres objets. Et c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire que pour les fabricants d'ours en peluche qui fabriquaient des ours en peluche, ils ont commencé par faire des ours en peluche électroniques qui jouaient quelques musiques insupportables.
et jusqu'au moment où on a eu des jouets de chez Mattel qui aujourd'hui, avec des puces RFID, permettent de se connecter à l'Internet. Et puis la grande histoire des pèse-personnes. Je suis un grand spécialiste des pèse-personnes par ailleurs, pour des raisons évidentes. Ils étaient mécaniques. Lorsque les microprocesseurs sont devenus disponibles, il y a une version électronique des pèse-personnes, et maintenant que le Wi-Fi est largement répandu, on a des pèse-personnes Wi-Fi. Et donc, fort de cette constatation, en 2003, j'ai créé une société qui s'appelait Violet, avec cette ambition « Connectons tout ». Et comme tout, c'est beaucoup, on a commencé par connecter ça. L'idée, à l'époque, c'était que il fallait commencer par faire un objet emblématique pour montrer que si on peut même connecter un lapin, par définition, on peut connecter toute autre chose. Parce que généralement, si vous commencez par connecter, disons, des frigos, les gens vont trouver normal que vous connectiez des frigos. Par contre, si vous commencez par connecter un lapin, ça pose plus une question de à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on essaye de me démontrer par là. Bon, depuis, le temps a passé. On parle de plus en plus d'objets connectés. Et nous aussi, dans notre réflexion, on a fait du chemin. Et on pense que finalement, le but du jeu n'est pas tellement de connecter les objets, que évidemment, ils vont finir par être connectés. Mais ce qui nous intéresse de plus en plus, c'est qu'est-ce que ça change quand on connecte un objet, et quelles sont les transformations, quels sont les véritables bouleversements que ça induit. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est pas simplement de comment on connecte des objets, ça c'est facile. Mais je vais vous parler de comment on va fuir les aquariums, comment on passe de la machina habilis à la machina sapiens, comment on va vivre avec des caméléons, comment notre vie va s'archipéliser, et si j'ai du temps à la fin, je vous parlerai du sens de la vie, qui est mon sujet favori. Si on demande à un ordinateur aujourd'hui, ou à un iPhone, de faire le portrait robot de son utilisateur, il dessinerait ça. Parce que la seule connaissance qu'il a de son utilisateur, c'est le doigt qui le touche, l'œil qui le regarde et l'oreille qui l'entend. Donc il a une connaissance assez peu étendue de ce qui fait notre environnement. En fait, depuis le Minitel jusqu'à l'iPhone, notre relation, c'est comme la relation qu'on aurait avec un iPhone, c'est que toutes nos informations sont à l'intérieur d'une boîte, on les regarde à travers une vitre, on tapote sur la vitre et on se dit, tiens, regarde, il vient vers moi quand je tape sur la vitre. Mais cet aquarium est placé à l'intérieur de notre environnement, c'est-à-dire de notre vie, et c'est là que ça se passe, et uniquement là que ça se passe. Tout ce qu'on fait par ailleurs est invisible, imperceptible, insensible à nos systèmes. On appelle ce système le système du guichet, c'est-à-dire un endroit spécifique où je suis obligé d'aller chaque fois que je veux demander quelque chose, chaque fois que je veux obtenir quelque chose. Dans le système des guichets, on vit comme ça, on vit un peu, on va voir, on échange un peu dans le guichet, mais on arrête de vivre le moment de faire ça, puis on reprend le cours de sa vie, et puis on interagit avec nos systèmes, puis on reprend le cours de sa vie, etc. Donc on vit clopin-clopant comme ça avec nos systèmes. Mais on voit de plus en plus apparaître des appareils d'une nouvelle nature qui ne sont plus des guichets, qui sont des choses qui viennent se nicher à l'intérieur de notre vie, qui sont imperceptibles, avec lesquelles on n'interagit pas directement, et qui permettent un nouveau type d'échange qui est qu'on appelle les systèmes sensibles. L'utilisateur va vivre sa vie, avoir ses comportements naturels, manger, dormir, se coucher, se laver, etc. Et il y aura des dispositifs qui vont percevoir directement ce qu'il est en train de faire ou lui fournir une information directement dans l'objet ou dans le contexte dans lequel il se trouve. Qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup de choses. Il y a évidemment le confort parce que c'est beaucoup plus pratique, mais à la fin, ce que ça change réellement, c'est la qualité de la donnée qu'on va obtenir. Dans un système du guichet, par exemple, quelqu'un qui court tous les jours avec une application iPhone, qu'est-ce qu'il a besoin de faire ? Une fois qu'il a fini de courir, il faut qu'il lance son application ou qu'il pense à la lancer avant de courir, qu'il indique quelle a été l'intensité de son effort, etc. Donc il appartient à lui de lancer cette application et d'enregistrer son activité. Alors que
avec un Fitbit qu'il aurait dans sa poche en permanence toute la journée, toute son activité serait enregistrée en permanence, c'est-à-dire les jours où il a des bons résultats, les jours où il a des mauvais résultats, quand il marche, quand il dort, etc. Donc il n'y a plus le filtre du niveau de motivation de l'utilisateur, de quand est-ce qu'il a envie de donner de l'information ou pas donner de l'information. On n'a pas une information parcellaire, mais on a une information en temps réel, permanente, exhaustive. Ce qui fait qu'en termes de données et en termes de connaissance de l'activité de cet utilisateur, on passe d'un environnement dans lequel on a de très gros pixels, on a une photo de lui qui comprend de temps en temps et qui est de très gros pixels, donc on voit ça, alors que si on avait des données en permanence, on aurait ça, c'est-à-dire une connaissance très fine, très détaillée de ce qu'il fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière qu'il n'y a pas une catégorie d'objets qu'on appelle les objets électriques, ce serait absurde de dire qu'il y a une catégorie générique d'objets électriques. Il n'y a pas une catégorie générique d'objets connectés. Si on prend deux exemples d'objets connectés aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas exactement du même type. Il y a d'une part la lampe Philips, que vous pouvez voir dans l'exposition ici à côté, dans laquelle vous pouvez allumer et éteindre vos lumières à partir de votre iPhone. En gros, c'est un objet connecté, mais c'est simplement une télécommande. C'est-à-dire que l'allumage, l'extinction de vos lampes dépend de vous, c'est vous qui prenez la décision. En gros, l'intelligence, c'est vous qui décidez. Alors qu'en bas, vous avez le thermostat Nest. Le thermostat Nest va commencer par observer ce qui se passe dans la maison. Il va observer les moments de la journée où il y a du monde, combien il y a de gens. Donc il va commencer par apprendre comment vous vivez chez vous, et il va commencer à adapter son comportement à vos habitudes et à ce qu'il observe. Donc l'intelligence, c'est lui qui se la construit. Il arrive à faire des choses que vous ne pourriez pas faire vous-même parce que vous n'auriez jamais la patience d'optimiser un thermostat pour dire quart d'heure par quart d'heure comment il faut réguler la température de chez vous. Donc c'est ça la véritable révolution des objets communicants, c'est d'aller vers ce type d'objets qui sont des objets qui apprennent de votre comportement et qui commencent à avoir un comportement spontané par eux-mêmes et qui font des choses que vous ne seriez pas capable ou n'auriez pas la patience de faire. On voit que quand les objets étaient mécaniques, ils avaient une seule fonction parce que forcément on était obligé de les fabriquer pour faire un truc. Quand ils sont devenus numériques, comme les ordinateurs, mais ils ont commencé à faire plusieurs choses. Aujourd'hui, sur un micro-ordinateur, vous avez un traitement de texte qui est l'équivalent de votre machine à écrire d'avant, mais aussi toutes sortes d'autres choses. Mais depuis que tous ces objets, les ordinateurs sont connectés, mais en fait, finalement, ils servent à toutes sortes de choses. Il suffit simplement d'accéder à la bonne application, au bon service qui se trouve sur le réseau. Il s'est passé la même chose avec les téléphones. L'objet téléphone était un objet multifonction jusqu'au moment où on a eu l'iPhone, qui est un objet qui sert à toutes sortes de choses, à téléphoner accessoirement, mais à des millions d'autres choses. Et donc, un objet qu'on connecte devient un objet multifonction. Il ne fait plus que ce pourquoi il était destiné au départ, et il devient illimité dans ce qu'il peut faire. Il est juste limité par sa forme ou le contexte dans lequel on l'utilise. Donc je me suis amusé à faire le même exercice pour les PES-personnes, à cause de mon obsession pour les PES-personnes. Que pourrait faire un PES-personne connecté? Mais il faudrait déjà qu'il commence par faire ses fonctions canoniques, évidemment de vous peser, de stocker votre poids, de faire des historiques, etc. Et puis faire des fonctions qui sont adjacentes à la fonction de base d'un PES-personne. Donc, généralement, quand on se pèse souvent, c'est qu'on a soit des problèmes de santé, soit qu'on suit un régime, soit qu'on est un sportif et tout ça. Donc, pouvoir accéder directement à des services liés à ces sujets. Ensuite, on peut rajouter une couche de social et de gamification, c'est-à-dire partager les informations de mon PES-personne avec mes amis pour avoir un surcroît de motivation pour perdre du poids et d'avoir une pression de leur part pour y parvenir. Et puis aussi d'imaginer des jeux dans lesquels je gagne des points en me pesant, c'est-à-dire en atteignant des objectifs ou en faisant des équipes. Donc jusque-là, on utilise le poids mesuré par le PES-personne au sens littéral. Mais ensuite,
il y a un niveau où on peut passer à un sens métaphorique. C'est qu'on pourrait imaginer des pèse-personnes politiques dans lesquelles, pour une cause donnée, les gens monteraient tous sur leur pèse-personne pour peser leur poids politique en disant sur la cause machin, notre poids politique, il est de 17 800 tonnes parce que tel jour à telle heure, tout le monde est monté sur son pèse-personne. Et dans des pays où on se fait tirer dessus quand on manifeste dans la rue, c'est une façon plus sécuritaire de manifester. Et puis, à la fin, il y a le fait de considérer qu'un pèse-personne n'est pas simplement un pèse-personne, mais juste un appareil qui est capable de fournir une information personnalisée, courte et quotidienne à son utilisateur. Et donc, que toute information courte, personnalisée et quotidienne peut être donnée par un pèse-personne, et donc que je pourrais aussi donner de la météo et aussi donner des trucs comme des horoscopes sur un pèse-personne, voire de les donner tous ensemble, c'est-à-dire de construire une petite histoire tous les jours en disant aujourd'hui il ne va pas faire beau, mais comme tu es Gémeaux, tu vas rencontrer ton l'amour. D'ailleurs, tu as perdu 2 kilos. Ou le contraire. Mais bon. Il y a 2 phénomènes que les objets communicants permettent de faire, c'est la désarchipélisation et l'archipélisation. C'est-à-dire que on a des phénomènes qui étaient isolés les uns des autres, qu'on va pouvoir regrouper et consolider alors qu'on ne pouvait pas le faire quand ils étaient connectés. Par exemple, quand je bois un café, c'est un acte isolé, alors que si cette machine était connectée, on pourrait le connecter avec tous les cafés que j'ai pu boire auparavant, donc créer un historique, une tendance, etc. Le connecter avec tous les cafés que tous les gens au même moment sont en train de boire et de voir dans quelle catégorie je peux rentrer et de pouvoir faire des modèles prédictifs sur quel café je voudrais boire dans le futur. Le connecter avec le reste de ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait juste avant de boire mon café, qu'est-ce que je vais faire juste après avoir bu ce café. Donc on prend des tas de phénomènes qui sont aujourd'hui isolés et on peut essayer de créer des patterns globaux. Mais il y a aussi l'archipélisation, c'est-à-dire que là où toutes les fonctions d'un appareil étaient forcément construites à l'intérieur de cet appareil. Quand vous fabriquez un lave-vaisselle, aujourd'hui, vous êtes obligé de construire tous les mécanismes nécessaires pour laver la vaisselle, mais vous êtes aussi obligé de faire une interface, c'est-à-dire cette rangée de boutons généralement très compliqués à comprendre pour actionner le lave-vaisselle. Et en fait, on critique généralement tous les appareils informatiques comme étant compliqués à utiliser. Qui d'entre vous sait utiliser un lave-vaisselle dans toutes ses fonctionnalités, à part d'appuyer sur le bouton auto qu'on finit par utiliser tout le temps parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi servent tous les autres boutons. Mais en fait, on comprend bien pourquoi c'est comme ça, parce que quand vous êtes un fabricant de machines à laver, vous n'êtes pas un fabricant d'interface, vous n'allez pas rajouter... il y a un coût à fabriquer une interface compliquée, et donc vous le faites le plus minimaliste et le moins cher possible. Alors que si cet appareil était communicant, vous mettez simplement du Wi-Fi à l'intérieur de ça, vous pourrez avoir une application sur votre tablette qui vous donnerait peut-être une explication de ce que signifie le cycle court, 20 degrés, etc. de votre machine. Vous connecterez directement avec le service après-vente et ça vous permettrait pas de lancer votre lave-vaisselle depuis la Chine, ou pourquoi pas, mais ça vous permettrait de communiquer juste plus facilement avec votre lave-vaisselle et de comprendre juste comment ça marche. Mais plus encore, ce que je pense que l'Internet des objets va apporter de plus en plus, c'est cette immersion dans la vie de tous les jours et comment des actes de la vie de tous les jours, les plus banals de la vie de tous les jours, vont pouvoir être connectés. Donc j'ai fait une petite collection d'exemples qu'on voit assez peu souvent, de situations où des objets communicants pourraient connecter directement la vie de tous les jours. Il y a un truc sur lequel nous travaillons qui est de connecter des machines à café Nespresso pour compter le nombre de capsules que vous utilisez tous les jours, pour faire l'historique des cafés que vous buvez, pour vous prévenir quand vous buvez de plus en plus tard et pour prédire le moment où vous serez en panne de café. Il y a de plus en plus de capteurs pour le sommeil, donc de capteurs que vous mettez dans votre matelas qui vont mesurer la qualité de votre sommeil, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, et qui vont vous faire des graphiques de votre nuit de sommeil, ce qui va avec une grande tendance qui est le quantified self, c'est-à-dire tous ces utilisateurs
qui collectent des données numériques sur leur vie. Il y a quelque chose qui est assez marrant avec les analyseurs de sommeil, pour en avoir utilisé beaucoup, c'est la notion de score. C'est que la première chose que fait le système quand on se réveille le matin, c'est d'afficher le score de la nuit. Et c'est comme si on venait de finir une partie de quelque chose et on se réveille et on voit 85 affichés sur le truc et on se dit « ouais, j'ai fait une nuit à 85 » alors qu'on était absolument passif et qu'on n'y peut rien. Et en fait, on essaie de battre ses propres records ou de faire des compètes de sommeil avec les gens sur un score sur lequel on ne peut rien. Mais ça fonctionne réellement. C'est-à-dire que le plaisir réel de se dire qu'on a fait une nuit à 85, c'est pas mal. Le car chip est un capteur qu'on met dans la voiture qui mesure l'activité de la voiture, ses accélérations, ses freinages brutaux, en gros votre qualité de conduite. Et il y a des compagnies d'assurance au Texas surtout qui ont commencé à proposer des polices d'assurance sur mesure selon votre qualité de conduite. Donc vous n'avez plus une police d'assurance générique qui dit vous êtes un garçon, vous êtes jeune conducteur, vous avez 18 ans, donc ça sera ça. Vous allez voir la compagnie d'assurance en disant voilà exactement comment je conduis, faites-moi un tarif sur mesure. Et ça, c'est le genre de phénomène qui risque de bouleverser beaucoup un certain nombre d'industries qui sont basées sur des grosses moyennes, sur des grosses populations, parce qu'on était incapable de mesurer de manière individuelle les performances de chaque individu. Donc, on faisait des grosses moyennes, ce qui était suffisamment obscur pour pouvoir faire des marges généralement confortables. Mais à partir du moment où l'utilisateur sait exactement dans quelle catégorie il se trouve et qu'on commence à faire que des tarifications à la mesure, ça change complètement la donne. Il y a des capteurs qui peuvent se poser sur les boîtes de médicaments pour détecter si vous avez pris vos médicaments, vous rappelez si vous n'avez, ou vous rappelez plutôt quand vous oubliez de les prendre. Des capteurs que vous pouvez mettre sur des brosses à dents ou des brosses à dents connectées qui vérifient que vos enfants se sont bien brossés les dents pendant combien de temps. Et là aussi, vous pouvez faire des compètes de brosses à dents entre gamins de qui se brosse les dents le plus. Ils peuvent gagner des points de bonification qui peuvent échanger contre des biens digitaux sur des jeux en ligne. Donc, plus je me brosse les dents, plus mon avatar en ligne va être beau et avoir des dents saines, etc. et me faire gagner des pouvoirs. Donc, mon activité réelle dans la vie physique a une influence sur mon avatar qui vit en ligne. La même chose sur des bouteilles d'eau qui vérifient que vous buvez la bonne quantité d'eau dans la journée. Donc, si vous êtes un marchand d'eau minérale, vous pouvez vous transformer plutôt en service d'accompagnement et de conseil dans la consommation d'eau plutôt que de pousser simplement des caisses d'eau. Donc vous pouvez avoir un service personnalisé de combien de litres d'eau vous devez boire par jour selon votre profil. Ça n'existe pas, mais c'est une élucubration qu'on peut faire. Il y a de plus en plus de capteurs physiques qui mesurent votre rythme cardiaque, votre niveau de transpiration, etc., c'est-à-dire votre niveau de nervosité. Généralement, c'est sur des malades, mais on peut en faire un détournement pour des jeux en ligne, c'est-à-dire que vous publiez directement à vos adversaires votre niveau, votre rythme cardiaque ou votre état de nervosité. Donc il ne suffit pas simplement d'afficher en façade ce que vous avez, mais vous devez vous maîtriser complètement physiquement pour pouvoir faire du bluff, par exemple. Un service qui pourrait là aussi être rendu par les chaînes de fast-food à qui on reproche de favoriser l'obésité et qui sont à l'origine d'opérations comme manger-bouger, qui est que quand vous rentrez dans un fast-food, vous pouvez montrer que vous avez dépensé 500 calories dans la demi-journée qui précède parce que vous avez un podomètre sur vous et que je vous consens une remise sur votre burger dès lors que vous avez dépensé l'équivalent des calories de ce burger avant d'entrer dans le magasin. On parle beaucoup de l'Internet des objets, on est plutôt à la fin de l'Internet des objets plutôt qu'au début de l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'était plutôt l'époque à laquelle on avait besoin
de machines pour se connecter sur l'Internet, et les ordinateurs et les tablettes et même les Nabastag étaient des machines à travers lesquelles je devais me connecter sur l'Internet. Alors que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une connexion directe de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs à l'intérieur de mon activité de tous les jours, et les gens vont faire de plus en plus des choses très banales, c'est-à-dire juste mettre leur pyjama et aller au lit, manger, ouvrir leur frigo, courir, et donc des gestes extrêmement naturels, simples, qui vont ouvrir l'accès à l'Internet sensible à toute une catégorie de gens qui ne sont pas des geeks, qui ne cherchent pas à acheter des appareils pour lesquels il faudra très très peu d'apprentissage. Lorsque vous mettez un capteur sur une boîte de médicaments pour une personne âgée, elle n'a aucun apprentissage. Tout ce qu'on lui demande, c'est ouvrir une boîte en carton, sortir la tablette et faire plop avec le médicament, comme elle l'a toujours fait depuis des années. Donc c'est un peu ironique d'appeler ça l'Internet des objets, alors que c'est l'Internet de la vie directement qu'on est en train de voir naître. Alors vous avez vu dans quelques-unes des images que j'ai montrées des petits capteurs. Ils font partie des capteurs que nous sommes en train de préparer, que nous allons lancer au mois de novembre. Vous êtes un des premières personnes à les voir. Et c'est pour ça que ma nouvelle entreprise s'appelle Sense, et que sa vocation est de donner du sens à la vie, c'est-à-dire en gros de capter de l'information à même la vie des gens et de l'interpréter et de lui donner du sens. Voilà. Merci.